Bonjour et bienvenue dans Weari. Aujourd'hui, je me trouve au parc des Grandes Fougères à Farino pour vous faire découvrir une exceptionnelle forêt tropicale humide. Ici, 70% des espèces végétales sont endémiques. Créé en 2008, ce parc fait partie de la zone côtière ouest, inscrite au patrimoine mondial de l'UNESCO. Je vous propose de découvrir avec moi une partie des 30 km de sentiers balisés. Mais avant tout, prenons un peu de hauteur. Direction la Cime des Arbres pour observer les 4300 hectares de forêt. Weari, c'est tout de suite sur NCTV. Oui, bonjour Florent. Bonjour Cédric. Il est bon. Ça va bien? Alors, qu'est-ce que tu me proposes aujourd'hui? Eh bien, d'aller à la rencontre du peuple des arbres. Ça se passe comme ça, un pied dans chaque trou ici. C'est pas grave si j'ai pas de chaussures? Non, pas du tout. Bon. La double longe, le mousqueton que j'installe sur ton pontet central, on n'y touche plus. Et ces deux mousquetons simples que tu peux ouvrir facilement, tu peux les accrocher sur un des portes matériels sur le côté. Pour commencer, on va commencer par les ponts de singe. Donc ça fait un petit U de pont de singe. Il y a une sangle pour les pieds, une corde pour les mains qu'on appelle la ligne de vie. Et c'est avec la double longe qu'on se connecte sur la ligne de vie. Les mousquetons ont une partie mobile qu'on appelle le doigt. Et on va donc connecter les deux mousquetons avec les ouvertures opposées sur la ligne de vie. La corde où on peut aussi, sur laquelle aussi on va s'appuyer avec les mains. Et donc au début, je fais les pas chassés, je m'appuie sur la corde. Si je suis à l'aise, je peux faire les pas de chat. Quand je suis au milieu, je peux sentir le rebond. Même, Et après, surtout, ce qui est important, c'est quand je vais changer de pont. J'ouvre donc un mousqueton, je le reconnecte de l'autre côté. Une fois que c'est fait, j'enlève le deuxième et je reconnecte avec l'ouverture opposée au premier. Tu dois toujours laisser un accroché et tu débranches l'autre. C'est la règle d'or. Il y a deux mousquetons, il doit toujours y en avoir un d'accroché. Le seul moment où on décroche les deux, c'est quand on est de retour au sol ou si c'est parce que tu es avec moi, c'est moi qui les déconnecte. Que je vous propose aussi de faire exprès de tomber. Donc pour ça, le plus facile au début, je m'assois sur la sangle, je m'accroche à mes longes et je me laisse tomber. Et ce qui est drôle, c'est qu'on peut même faire la roussette. Et si je propose de faire ça sur le plus court, c'est parce que c'est le plus facile de remonter. On met une main sur la sangle, une main sur la corde, on utilise le rebond, et hop, on va se rasseoir avant de se rétablir. Eh bien allez Cédric, si tu n'as pas de questions, à ton tour. Bon. Allez. C'est bon? Parfait. Et voilà. Tu vois, trampoline en longueur. Plus simple, voilà, assieds-toi sur la sangle, tiens tes longes et tu bascules les fesses dans le vide de mon côté. Ok. Je te fais confiance. Ok. Et après, tu peux carrément basculer la tête en bas si tu veux. Ouais, super. Bon, je pense qu'on est prêt pour monter dans les grands arbres. Avec plaisir. Et je bascule dans le vide. Ouah, je vais faire la roussette rousse. Yaoué. Ah, c'est pas mal du tout. Avec un peu de peur quand même. Hey. Joli. Voilà lui. Et Florent, pourquoi tu as choisi le kaori? D'une part d'abord, la première chose importante pour nous, pour notre activité, il faut que les arbres ils soient sains. C'est-à-dire que ce soit de jeunes, en forme, en bon état. Ce sont de jeunes adultes d'une 50aine d'années, ils sont en parfait état. Et l'autre intérêt du kaori, c'est que c'est une star du caillou, de par son endémicité et par le fait que ce soit un conifère résineux. Tu peux observer de la résine là, au niveau juste sous la petite branche qui est là. Et quand on va grimper vers la cime des arbres, on va pouvoir observer les cônes. Donc c'est le fruit du kaori. Le cône, c'est ce qui porte les graines du kaori, donc les bébés arbres. Conifère, parce que tout à fait. Conifère, le pinus, comme le sapin. Exactement, ou là où le pin colonnaire, exactement. C'est donc de la même famille, sauf que, au lieu d'avoir des épines, il a des feuilles, donc c'est aussi sa spécificité.
que tu as mis du bambou? Ben, l'idée, elle vient un peu de tout ce qui est dans les reportages à la télé. Hein. Des fois, on voit les échafaudages, ils sont en bambou en Asie du Sud-Est. Ben, l'idée, elle vient de là. Utiliser les bambous. Oui, Florent. Qu'est-ce que tu peux me dire sur ton activité? L'acrobranche traditionnelle telle que vous la vivez ici, c'est surtout une activité nomade qui se déplace, hein, qui s'adapte aux arbres qu'on a à disposition et au public qui veut faire l'activité. Mais cette activité que tu pratiques, elle vient d'où? Cette activité est apparue en France et aux États-Unis à peu près au milieu des années 80. C'est des éducateurs spécialisés, donc qui avaient affaire à des jeunes en difficulté, hein, qui étaient amis avec des grimpeurs et lagueurs, qui ont partagé et qui se sont dit que ce serait une bonne chose de permettre aux gens de grimper dans les arbres. Ça pouvait les aider à voir leurs problèmes et les choses et la vie sous un angle différent. Et toi, personnellement, dans ton activité, qu'est-ce que tu partages? Mais je partage déjà ma passion pour la nature. Principalement, les géants qui l'habitent, c'est les arbres. Hein. Ce sont des êtres vivants et qui, eux, ils n'ont pas l'espace, ils ne bougent pas, mais ils ont le temps. Et quand tu choisis un arbre, est-ce qu'il t'arrive des fois de couper quelques branches pour ton activité? Le minimum. Je vais couper éventuellement des branches mortes hein, qui peuvent être un danger pour les participants. Si l'arbre m'empêche de faire ce que je veux faire, je ne vais pas le faire et je vais trouver une autre solution. Je ne vais pas couper à tort et à travers, non. Justement, c'est bien l'intérêt de l'activité, c'est un respect maximum des arbres hôtes. Hein. On respecte bien sûr d'abord la sécurité des pratiquants, mais aussi la sécurité des arbres qui nous accueillent. Ok, ben moi je vais grimper, hein, si ça te dérange pas trop. Avec plaisir. En tout cas, tu es bien à l'aise. Hein. Ton activité, Flo, c'est qu'on peut apprécier aussi la forêt, hein, vue d'en haut. Ah ben, j'espère bien, on la voit autrement. Alors déjà, tu peux apprécier la vue du haut, tout le parc des Grandes Fougères qui s'offre à ta vue sur ta gauche. Ah, super. Alors moi, je vais contempler ce beau paysage qu'on a d'ici au parc des Grandes Fougères et je vous laisse regarder ceci. Alors voilà, là on est dans le quartier des Bagnons Étrangleurs. On va aller voir un petit peu comment ils évoluent, comment ils prennent leur place dans la forêt, notamment en étranglant un arbre hôte. C'est ce qu'on va voir maintenant, les différentes étapes du processus de la prise de possession du Bagnon Étrangleur. Suivez-moi! Voilà, ben là on voit que le grand Bagnon a étranglé son hôte, et voilà ce qu'il en reste. Hein. Il l'a réduit à néant. Hein. Mais en même temps, il va se nourrir de ses restes, et ça va lui permettre à lui de continuer à croître et à occuper la place. Quoi, hein. Et puis en plus, le Bagnon fait bien partie des dominants de la forêt calédonienne. Hein. C'est un des plus grands. Effectivement, ici, hein, on voit bien celui-là de Bagnon qui a déjà donc étranglé son hôte, hein, puisque ça y est, la place est nette au milieu. Par contre, lui, il a contacté une maladie, ou en tout cas, il y a une bestiole qui est venue. Hein, il y a de la fourmi là, mais il n'y a pas que. On voit bien, même si on remonte, hein, que ça monte assez haut, hein, c'est abîmé assez haut. Par contre, ce qui est intéressant, si vous voulez glisser la tête dedans, hein, suivez-moi. Celui-ci, on va voir donc qu'il a tué son arbre hôte. Et par contre, quand on va glisser la tête dedans, on va se rendre compte qu'il y a une grande racine qui est partie tout en haut là, du tube et qui est venue jusqu'au sol pour le reconsolider à l'intérieur. Alors ce qui est rigolo, hein, de ce côté abîmé, on voit comme l'arbre il pense tout de suite à compenser puisque donc on disait ce côté est bien pourri. Mais par contre là, il a renvoyé une belle racine toute neuve qui vient le caler. Et qui a l'air de résister pour l'instant aux parasites qui le rongent. À suivre, affaire à suivre.
on a un bel exemple d'arbres colonies, hein, puisque les arbres communiquent entre eux, et surtout par le système racinaire. Et ici on voit bien, par exemple, hein, on suit les racines qu'on a sous les pieds, ils sont connectés dessous, et ils sont frères et ils fonctionnent ensemble. Alors là, voilà, là, on est dans la 3e grande étape de colonisation du bannière étrangleur. Là, on voit bien que là, on a un tube. Il a pris la place de l'hôte. L'hôte est décomposé puisque nous, on a la place de l'hôte. Là, on est dans la cathédrale et puis je crois qu'il suffit de regarder où on est pour comprendre pourquoi on appelle cet arbre la cathédrale. Hein. Mais par contre, il n'y a pas encore la grande racine qui part du ciel et qui vient restructurer l'ensemble de la structure de l'arbre. Donc parce que là, on a un beau spécimen de hêtre rouge, et donc ça c'est un arbre qu'on ne peut pas grimper du bas facilement parce qu'il n'y a pas de branches, mais il y a des techniques pour atteindre le sommet quand même. À ce moment-là, je vais utiliser un petit sac lesté, c'est-à-dire un petit sac avec un poids, accrocher une petite ficelle très légère, mais très résistante. Et après, bon, ça peut prendre un certain temps des fois, mais je jette ça, j'en fais comme une catapulte, hein. Je le catapulte en l'air, je peux monter jusqu'à 15 mètres environ. Je vais essayer de passer derrière une branche assez solide. Le petit sac étant lesté, ça va faire redescendre la ficelle au sol. Je vais enlever mon petit sac et je vais remplacer le petit sac par une corde normée, solide, résistante et faite pour ça. Et elle va prendre la place de la petite cordelette, la petite ficelle, qui est accrochée au petit sac lesté. Et une fois que j'ai ma corde comme ça qui pend d'une branche solide, je vais remonter sur la corde à l'aide de nœuds autobloquants. Ce qui fait que même sans branche, on peut quand même atteindre un sommet d'arbre. Bon, ben maintenant on va aller voir le gros pépère, hein, le papa du coin, celui qui a réussi ou le premier qui était là, en tout cas celui qui a l'air le plus vieux, hein, vous allez voir. C'est par ici. Le voilà le gros pépère. Je propose l'acrobranche traditionnelle, ça veut dire que ça implique du déplacement, puisque l'acrobranche traditionnelle c'est une activité nomade qui est issue d'éducateurs spécialisés et d'élagueurs grimpeurs, hein, qui ont créé une nouvelle activité en quelque sorte. Donc qui dit nomade dit se déplacer, ça veut dire que on a les normes de sécurité pour tout ce qui est matériel, qui est normé. Mais on va s'accrocher sur des arbres qui sont des êtres vivants. Donc, une compétence essentielle pour notre sécurité de grimpeur, surtout quand on amène du public, hein, c'est bien d'avoir des connaissances et compétences spécifiques à la biologie, physiologie de l'arbre. Et notamment des arbres sur lesquels on va grimper. Et bien sûr, ce qui est le plus capital, c'est déterminer si l'arbre est sain, en état de nous accueillir et de supporter les contraintes qu'on va lui imposer. Hein. Si on fait une moulinette, un pont de singe, une tyrolienne, c'est plus de contraintes qu'une moulinette où on va juste grimper. Donc voilà, tout ça détermine le choix de l'arbre, si on peut ou non grimper dessus, sans lui porter préjudice à lui non plus, bien sûr, et le choix de l'ancrage spécifiquement dans l'arbre. Voilà, merci de m'avoir suivi dans cette expérience arborée. Et j'espère que ça vous donnera envie de vous aussi venir voir la forêt autrement. Merci beaucoup Flo pour le partage de ton activité. Et puis moi je vais continuer ma petite balade. Bonne balade Cédric! Olé!
Vive l'acrobranche. Ouop. Bon allez, nous on continue dans cette direction. Pour la suite de la visite du parc des Grandes Fougères, on va aller rejoindre André et Valérie, deux botanistes. Oui. Hey. Bonjour André. Bonjour Cédric. Bon c'est bon, ça va, merci. Pardon. Bonjour Valérie. Bonjour Cédric, bienvenue au parc des Grandes Fougères. Merci. Bon, je vous suis. Bon, on va rentrer dans la forêt, visiter un peu, regarder un peu les fougères, arborescents, les plantes endémiques, les arbres, la faune et la flore. Allez, c'est parti, on y va. Ok. Bon, bah, attends Cédric, on va s'arrêter là, regarder quelque chose de particulier. Qui fait partie du patrimoine culturel kanak. Ah. Peut-être que tu connais. Vas-y, je t'écoute. Voilà, alors cet arbre, c'est un faux tamanou. Et bon, dans la culture kanak des environs, parce que c'est une histoire qu'une vieille m'a racontée, quand un enfant qui a 2 ans à peu près ne parle pas, parce que quelquefois il y a des enfants qui ont des difficultés pour s'exprimer, les vieux vont l'emmener dans la forêt, près d'un faux tamanou, puis ils vont cueillir cette partie qui s'appelle la langue. Bon là, elle commence juste à se développer, après ça peut devenir beaucoup plus gros, hein. Ils vont la casser, ils vont faire ouvrir la bouche de l'enfant, et puis ils vont faire claquer cette partie, la langue, dans la bouche de l'enfant, et l'enfant va se mettre à parler. D'accord. Voilà, c'est dans la région, ça se pratique. Ben ça, c'était pour la petite histoire du faux tamanou. Et puis ben, maintenant, Cédric, on va continuer. Ok. Yes. Ah ouais. Ben, Cédric, on va s'arrêter là, parce que là, il y a une plante qui est très très intéressante à regarder. Et on va en parler, si tu veux bien. Allez, allez. Alors, c'est laquelle? Alors, tu vois, cet arbre et son panache de feuilles, de grandes feuilles au-dessus, hein, c'est le mérita. Alors, le mérita, c'est le type même des premiers arbres qu'il y avait sur la Terre. On appelle ça des arbres archaïques et ça remonte au temps des dinosaures. C'est très très vieux dans le temps. Alors, tel qu'il est là, tu as l'impression que c'est un jeune arbre, en fait, il est déjà très vieux. Le dater, bon, c'est pas facile, mais ça pousse très lentement. Si tu regardes bien, ça ressemble un petit peu au port du palmier, hein, au port de la fougère arborescente, un tronc où il n'y a rien dessus, puis après un paquet de feuilles. Alors, il fleurit, certaines variétés vont fleurir le long du tronc. Et comment elle est cette fleur? Alors, cette fleur, déjà, elle pousse au milieu du paquet de feuilles. Au départ, c'est un petit peu comme un chou-fleur. Et puis ça, après, ça va se développer, ça va faire des petites tiges, ça fait des fleurs jaunes. Et il y a combien de variétés de cette espèce? Il y en a 19 espèces. Et ils sont endémiques? Oui, ils sont endémiques. Toutes, ils sont Tous endémiques? les 19. Ouais. On va rentrer ici, là, on va prendre le petit sentier. On va sortir de la piste, là. Puis on va continuer à pied. André, excuse-moi, est-ce que tu peux me dire un peu cette fougère là? Tu peux m'en parler s'il te plaît? Ah, ça, c'est une fougère, c'est un Dixona. Voilà. Ouais, viens. Dixona. Voilà. Dixonia. Une Dixonia, voilà. Dixonia. Il y a 2 fougères ici. Celui-là, c'est le Dixona. Et celle-là à côté, c'est l'Astonia. À côté, celle-là, l'autre. Distonia, Astonia. Astonia, voilà. Voilà. On les différencie, c'est par rapport à ces couleurs des palmes, si tu veux. Les feuilles, c'est noir. Et celui-là, c'est marron. D'accord. Avec des poils. Avec des poils sur les, dessus. Voilà. sur les frondes. Voilà. Fronde, voilà. Donc là, ils sont à l'âge adulte. Adulte, voilà. Ils mesurent seulement jusqu'à 5 à 6 mètres. Voilà. 5 à 6 mètres. Voilà. Après, il faut savoir que les fougères arborescentes, nos fougères arborescentes, sont toutes endémiques, hein, à part une seule qu'on a en commun avec le Vanuatu.
Et André, cette grande fougère, est-ce que tu peux m'en dire un peu plus? Oui, ben allons-y, on va regarder, on va expliquer ça. Ouais, c'est des fougères, ça s'appelle le cyathea. C'est des grandes fougères qui mesurent au moins 20-25 mètres de haut. Voilà. Et ces fougères, Valérie, ils ont à peu près quel âge? Ben, je dirais au bas mot au moins 40 ans, parce que dans 40 ans en arrière, il y avait une scierie sur le parc, là, le parking, qui exploitait les bois de la forêt. Et on sait que quand une forêt a été déboisée, qu'on a coupé les arbres, le premier arbre qui repousse, bien souvent, c'est le niaouli. Parce que le niaouli est un arbre opportuniste, il va se ressemer, il va pousser. Dessous lui, après, vont pousser toutes les sortes de petites plantes, et puis les arbres, les grands arbres. Et les dernières plantes qui repoussent, ce sont les palmiers et les fougères arborescentes. Et là, la forêt est entièrement refaite, donc on va dire à peu près 40 ans. Pour la petite histoire, du reste, le parc, Cédric, ça s'appelle Parc des Grandes Fougères, parce que quand Madame Arly, l'ancien maire de Farino, a eu l'envie de créer ce parc, elle est allée voir les dirigeants politiques et tout. Et bien sûr, pour voir le terrain, ils se sont déplacés au-dessus en hélicoptère. Au-dessus de tous les arbres, il n'y avait que des fougères arborescentes. Donc ils se sont dit, on va trouver un nom qui corresponde au parc, enfin aux grandes fougères. Alors la fougère arborescente, elle n'a pas de racines profondes, ça a juste un tissu de racines superficielles, plus ou moins larges, très, très épais. Voilà, c'est comme ça. C'est plaqué au sol en fait. Toutes les fibres là, ce sont comme des petits tuyaux. Il y a un trou et ça capte l'humidité ambiante ça va aller humidifier l'éponge qui est à l'intérieur de la fougère. Et quand il fait sec, il n'y a plus d'humidité, la fougère est vulnérable. Le vent peut la bouger, surtout quand elle est jeune. Le vent peut la bouger, il peut la faire tomber. Et là, on arrive à des fougères qui développent des contreforts. Comme ça permet à la plante de bien s'appuyer au sol. Et puis après, petit à petit, elle se redresse vers le ciel. Et il y a quelque chose qui est très intéressant parce qu'on dit toujours qu'on a deux prédateurs dans le parc, les cerfs et les cochons sauvages. Les cochons sauvages, ils ont un rôle qui pourrait être intéressant en ce sens que la fougère arborescente, elle se sème sur un terrain qui a été travaillé. Et les cochons qui retournent la terre aident à la repousse des jeunes fougères. Et là, le cerf mange les petites pousses. Et oui, hélas. Maintenant, dans la forêt, là, on va trouver de grandes fougères, mais on n'en trouve plus de petite taille parce que malheureusement, elles ont été bouffées par les cerfs. Selon un état des lieux réalisé en 2009 par l'IRD, l'Institut de recherche pour le développement, le parc des Grandes Fougères abrite pas moins de 500 espèces végétales différentes. Mais aujourd'hui, certaines sont menacées de disparition, le cerf est en partie la cause de ce problème. Nous avons suivi des équipes qui luttent tout au long de l'année contre les espèces envahissantes du parc. Regardez. Le parc des Grandes Fougères est constitué de 3 secteurs, un secteur de chasse, un secteur de randonnée et un secteur dit de conservation. 3 secteurs d'une surface équivalente de 1500 hectares, le parc en lui-même étant de 4500 hectares environ. Et donc nous allons aller sur le terrain ce matin pour nous préoccuper d'un des sujets d'actualité au niveau du parc aujourd'hui, c'est les problèmes des espèces introduites envahissantes qui provoquent de vrais dégâts sur notre forêt. Alors voilà, là on se retrouve devant un exemple typique de ce que peut faire le cerf comme dégâts en forêt. Cette grosse boule, ce chignon que l'on voit par terre est à l'origine une fougère qui fait partie de la famille des Maraciacées, pour lesquelles on compte 2 espèces en Nouvelle-Calédonie, donc une espèce endémique. Là on a un exemplaire d'une Maraciale donc, qui vient d'être, il n'y a pas longtemps, vous voyez, qui est cassée à ce niveau-là, et il reste encore quelques feuilles. Donc ça, c'est une stipe qui était encore sur pied il n'y a pas si longtemps. Celle-là, il n'en reste qu'un morceau, vous voyez, elle a été complètement sectionnée.
Et donc c'est un individu qui va finir en chignon lui aussi avec plus rien. Et je peux vous montrer quand même deux individus qui sont encore sauvegardés de par leur position, puisqu'ils se positionnent à l'intérieur d'un petit ébouli comme celui-là et les cerfs n'y ont pas accès. Donc vous voyez celui-là qui est déjà consommé à moitié en bord de piste. Par contre celui qui est en bas, il est quasiment intouché. Donc c'est l'espèce endémique, celle-là, la fameuse Psittana. Et vous avez l'espèce qui est indigène, qui est beaucoup plus verte en dessous, l'Angiopteryx. Également fougère royale, et c'est un des rares exemplaires que je connaisse encore dans le parc. En dehors de zones vraiment très pentues où les cerfs n'ont pas accès, et quelques rares endroits, on n'a plus d'individus vivants de cette espèce-là. Et on a également un certain nombre de cerfs qui épluchent les arbres. Éplucher sous-entend qu'ils consomment l'écorce. Donc je vais vous en montrer un autre exemple, un petit peu plus loin. Ici par exemple, le cerf prend, consomme et arrache l'écorce de l'arbre. Mais en fait le cerf qui épluche un arbre, donc il consomme l'écorce qui constitue une barrière naturelle contre les bactéries et les champignons qui sont à même de tuer un arbre. Donc cet arbre-là, vous voyez, il a perdu sur quasiment toute sa circonférence une protection contre bactéries et champignons. Voilà, donc l'épluchage, les conséquences de l'épluchage de l'écorce par les cerfs. Épluchage donc qui ne concerne que l'écorce ou arbre complètement cassé et mangé comme vous l'avez ici. Et on se retrouve avec les jeunes individus comme ceux-là qui sont dégradés, les plus petits individus qui ne sont même plus présents puisque consommés à peine émergés. Et on se retrouve aujourd'hui dans un écosystème forestier donc qui est censé être ce qu'on appelle une forêt dense humide. Et on se retrouve dans une forêt humide mais où la densité n'est plus réellement apparente. C'est-à-dire que vous voyez à 100 mètres sans aucun problème dans une forêt qui normalement est censée ne pas permettre une vision comme on l'a aujourd'hui. La présence du cerf dans le parc et donc le fait qu'il consomme tout ce qui lui paraît comestible nous oblige, malgré le côté esthétique qui est vraiment pas très sympathique, de protéger toutes les plantations que l'on est amené à faire dans le parc. C'est-à-dire que dès qu'on plante le moindre individu, on est obligé de le protéger. Ce gibier nuisible peut être régulé par la fédération, donc qui est l'outil utilisé aujourd'hui pour mener de la régulation de ces animaux nuisibles. Après, il y a la 4, il n'y a personne là. Bonjour à tous, merci d'être là. Tout le monde connaît ces zones de chasse. Voilà, c'est déjà ça. Donc je rappelle les règles de sécurité. Identifie bien le gibier avant de tirer. Côté-là La fédération elle intervient sur le parc des Grandes Fougères pour des missions de régulation des espèces envahissantes telles que le cerf et le cochon, dans une mission de protection de l'environnement. C'est qu'on va prendre le sentier à la descente. On va essayer de prendre par-dessus la crête et de descendre. La dernière fois que je suis venu, je suis arrivé toujours pareil au même endroit, je fais toujours à peu près le même chemin, quoi. Et il y en avait un juste dans les branches là en bas, qui m'a vu avant que je le voie. Donc, nous intervenons par chasse de jour une fois tous les 15 jours. Donc les chasseurs de la fédération peuvent venir sur nos chasses, ils s'inscrivent sur nos chasses et ils viennent chasser la journée. Puis nous faisons aussi des interventions de régulation de nuit avec des dérogations. Qui sont vieilles.
débusquer le gibier est très difficile. Hein. Ça demande d'être un chasseur aguerri, avoir un peu de chance aussi. Et donc c'est aléatoire. Je crois qu'aujourd'hui il y a eu deux cerfs de tués. Mais il peut y avoir 0 comme il peut y en avoir plus et c'est complètement aléatoire. Si on n'a pas une action, une réelle prise de conscience de l'impact qu'a aujourd'hui le cerf dans nos forêts, malheureusement je crains que les futures générations ne puissent plus en profiter. Cédric, viens voir. Tu vois les dégâts des cerfs? Les cerfs bouffent les jeunes, les crosses en fait, hein, qui sortent du strip là. Alors maintenant, je vais te dire un secret, il faut espérer que ce soit des biches qui aient bouffé ça. Parce que les vieilles autrefois utilisaient les crosses de fougère comme contraceptif. Voilà, donc si ce sont des biches, ben peut-être qu'il n'y aura pas de faim. Comme les crosses ont été mangées, est-ce que la fougère elle va survivre? Tout à fait, parce que la fougère, bon, ben, c'est très résistant, hein, ça a traversé les âges. Et à l'intérieur, hein, si tu touches, on sent les nouvelles crosses en formation. Donc ça va repousser. Ça va repousser. Oui. Allez, on y va. Tout le monde. Voilà, notre petite balade se termine ici au parc des Grandes Fougères. Merci beaucoup André pour ce moment. Merci à toi, Cédric. On le voit dit. Merci Valérie. beaucoup. Merci beaucoup. Et nous, on se dit à bientôt dans Weari. Arrête. Allez. Ouais, voilà, Cédric, ça c'est un houp. Et celui-là, c'est un tamanou. Oup. Et Un Tamanou. tamanou, c'est là la grande. Là. On le remarque par la peau, Pour l'écorce. l'écorce. Voilà. Le houp, c'est rouge. Le tamanou, c'est blanc.